Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue dans ce podcast Vivre ensemble différents, un podcast autour de l'inclusion, de la mixité, de l'équivalence et des parcours de vie. Soutenu par l'association Ensemble et Différents qui œuvre au changement de regard sur le handicap et contribue par ses actions à la déconstruction du validisme. Je m'appelle Emma, je suis doula et je vais vous accompagner cette année dans cette première saison Naissance singulière. J'ai eu envie d'explorer le sujet du handicap dans le cadre de la périnatalité, c'est-à-dire le handicap à toutes les étapes autour de la naissance, du désir d'enfant au postpartum. Pour faire entendre et porter les voix de ces mères, pères, frères et sœurs et personnes avec handicap dans le parcours de la périnatalité. Faire entendre au monde ces sujets tabous dans notre société. Aujourd'hui, 15% de la population mondiale est porteur de handicap. 60% des interruptions médicales de grossesse font suite à un diagnostic de malformation ou un handicap. 12% des adoptions sont des adoptions d'enfants à besoins spécifiques et 2% des femmes avec handicap sont devenues mères. Il est temps d'entendre leur voix, d'écouter leurs histoires, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui le traversent aussi. Dans notre société validiste, le handicap est comme insurmontable, empli de difficultés ou à l'inverse héroïsé. Il y a beaucoup de chemin à faire pour que la société le considère comme une autre manière d'être au monde et pour que ces personnes et leur entourage aient le même droit que celles privées de handicap. J'ai eu envie de parler de ces sujets dans le cadre de la périnatalité. Y a-t-il des récits de vie sur ce sujet ? Est-ce que la société a influencé les décisions des parents ? Comment laissons-nous les personnes faire leurs propres choix de manière éclairée et dans la douceur ? Comment se passe le retour à la maison ? Avons-nous des professionnels formés à accompagner ces parcours ? La parentalité est un vrai chamboulement. Qu'en est-il lorsque le handicap rencontre ce grand changement de vie ? Écoutons ces histoires singulières et prenons le temps de donner la parole à ces personnes pour comprendre et entendre ce qui se passe pour elles. Je tiens à vous avertir, nos invités vous partagent des moments de leur vie qui sont emplis d'émotions fortes. Certains mots utilisés peuvent être perçus comme violents pour certaines personnes et les sujets abordés peuvent être spécialement remuants en fonction de votre histoire personnelle ou votre sensibilité. Je vous invite à prendre soin de vous, à écouter cet épisode dans un espace et un moment où vous vous sentez en sécurité. N'hésitez pas à faire une pause ou même de stopper votre écoute si nécessaire. Merci de votre bienveillance et de votre respect pour ces invités et leurs témoignages personnels, précieux et intimes. Pour le premier épisode de cette saison Naissance singulière, nous accueillons Laetitia. Devenue mère de 3 enfants, elle va nous partager le récit de sa 3e grossesse et la rencontre avec Paolo, diagnostiqué avec trisomie 21, 48 heures après sa naissance. Bonjour Laetitia. Bonjour Emma. Bienvenue. Merci. Et c'est avec plaisir que je t'accueille pour ce premier épisode. Je suis très heureuse d'être avec toi, Emma. Est-ce que tu pourrais te présenter à nous qui t'écoutons ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Laetitia, j'ai 50 ans, j'habite à Forcalquier aujourd'hui. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai 3 enfants qui sont maintenant à l'âge adulte. Et voilà, je suis la maman de Paolo qui nous a fait une belle surprise en venant au monde. Et je suis très contente d'évoquer ce parcours avec toi. Merci, c'est avec plaisir et on a hâte de t'écouter. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu le contexte de l'arrivée de Paolo il y a 21 ans maintenant, il me semble. Eh bien, à l'époque, on habitait à Marseille, on avait déjà 2 enfants. Moi, j'étais en sorte de reconversion professionnelle et voilà, Paolo est arrivé comme venant compléter une famille qui allait être nombreuse, parce que pour moi, en fait, avoir 3 enfants, c'était accéder, en tout cas, à la famille nombreuse. Et voilà, pour moi, cette grossesse, elle était tout à fait sans stress. C'était la 3e. C'était un 3e garçon, donc il y avait un peu de
déjà de quelque chose de vécu. Et Paolo était prévu pour mi-septembre et il est arrivé mi-août, donc avec un petit mois d'avance, mais avec un petit chromosome en plus. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un peu comment il a été ce suivi de grossesse, ces 8 mois du coup, qu'est-ce que tu as ressenti toi pendant cette grossesse de particulier? Est-ce que tu as fait des tests de dépistage pour la trisomie 21? Heu, voilà, Mmh. comment tu l'as vécu? Je l'ai vécu avec beaucoup de sérénité, sans me prendre la tête. Comme je disais tout à l'heure, c'était quelque chose de très connu pour moi. J'étais active à l'époque, donc j'ai consacré un temps nécessaire à mon suivi de grossesse, mais ça n'a pas pris une place énorme dans mon quotidien et pendant 8 mois. Hem, j'ai été suivie par un médecin gynécologue que m'avait conseillé une copine. En fait, je venais d'arriver à Marseille, donc au niveau du suivi, je savais pas trop vers qui m'adresser. Marseille, c'est une grande ville. Du coup, je me suis adressée, au gynécologue qu'on m'avait conseillé et j'ai fait le choix d'accoucher dans une clinique privée parce que j'avais besoin de confort. Je m'étais dit: Comme ça, je me fais l'accouchement tout confort, nickel». Voilà. Donc le suivi de grossesse, ça a été, j'avais 29 ans à l'époque, j'ai fait ce qu'on appelle un tritest. Je sais pas si ça s'appelle comme ça encore aujourd'hui, mais qui était tout à fait normal. Les échographies étaient normales. La seule particularité de cette grossesse, c'est que je sortais de toutes mes consultations en pleurant. Donc dès que je sortais en fait du bâtiment dans lequel j'allais consulter, je me mettais à pleurer sans comprendre pourquoi. Et j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à l'exprimer. Et j'en ai parlé à mon gynécologue évidemment, qui a mis ça sur le compte du stress, c'est bon quoi, hein, on va pas en faire toute une histoire, tout va bien, tout va très bien, donc il y a pas de raison de s'en faire, tout va bien. Voilà le contexte. Et du coup, tu as choisi une clinique privée, mais pour les 2 grands, c'était pas les mêmes choix? Alors pas du tout. Pour l'aîné, Solal, c'était en 1996, donc j'étais très jeune à l'époque, enfin assez jeune. Et à l'époque, on était implantés en Dordogne et on a fait le choix avec mon compagnon d'aller accoucher dans une maison de naissance qui était à l'époque, je crois savoir, la dernière maison de naissance qui existait en France. Et cette maison de naissance était à Sarlat. Heu et était tenue par une vieille dame, madame de Béarn, qui avait 89 ans quand elle m'a accouchée. Et ça a été une expérience fantastique. Voilà. Parce que on a été accueillis un peu comme à la maison, avec la possibilité d'accoucher comme on le souhaitait, sans qu'il y ait un environnement médical, avec un grand respect aussi pour notre couple, puisque Sylvain est resté avec moi tout le temps et a dormi avec nous tout le temps. Et je suis restée le temps que je voulais dans cette maison en étant accompagnée, choyée, jusqu'à ce que je me sente capable, en fait, de rentrer chez moi. Donc ça, c'était la première expérience. La deuxième, heu j'ai accouché donc en 2000 dans un hôpital public à Schiltigheim en Alsace. Et je suis allée là-bas, j'habitais à Strasbourg, je suis allée là-bas parce que cet hôpital avait la réputation d'être un petit peu innovant dans l'accompagnement, assez respectueux de la femme. Ils avaient des environnements en fait de travail qui étaient assez doux.
voilà, et réfléchie. Et du coup, je suis allée accoucher là-bas, donc c'était une autre expérience déjà pour moi. Et après, ben voilà, la 3e, je me suis dit: «Bah, on tente autre chose» et j'ai pas été déçue. Et bah, du coup, tu peux peut-être nous parler de ce mois d'août où tu es arrivée, dans cette, clinique privée? Ouais. C'était comment? Alors c'était assez, particulier parce que, bon déjà, comme le travail s'est déclaré un mois en avance, moi je faisais un peu la maline, dans le sens c'est bon, j'ai l'habitude. Mais il n'empêche que quand ça s'est annoncé, ça a été un peu la panique à bord parce que, on n'était pas prêts. On n'avait pas de prénom, enfin bon, voilà, je te laisse imaginer. Et heu et en fait, quand je suis arrivée, quand on est arrivé à la clinique, j'ai accouché très rapidement. 20 minutes montre en main. Donc ça a été très, très, très rapide. Heu, je pense que si on avait été plus loin de la clinique, Paolo serait né dans la voiture, hein, c'est sûr. Donc voilà, le trajet était un peu rocambolesque. Hem Et en fait, j'ai le souvenir parce qu'évidemment, il y a plein de choses dont je ne me souviens pas. Ça a été très rapide, une douleur très intense. Hem, le gynécologue qui n'est pas là, il était 22:00, il a pas eu le temps d'arriver à temps évidemment, donc j'ai été entourée de sages-femmes, qui m'ont installé une perfusion et voilà et en fait, moi, j'étais pas du tout habituée à ça. Donc entre guillemets, ultra pour moi, en tout cas, ultra médicalisé. Voilà. On m'a proposé une péridurale alors que j'en voulais pas. Bon, voilà, moi j'ai jamais eu de péridurale et voilà, Paolo est arrivé et il y a eu une drôle d'ambiance dans cette salle quand, Paolo a été pris dans les mains des professionnels et et il y a eu une période de flottement qui m'a paru très longue, très, très longue. Il a pas été mis sur toi directement après être Pas sorti? du tout. Entre-temps, le gynécologue est arrivé. Je sentais que quelque chose n'allait pas et en même temps, je me disais: «Ben non, en fait, comme c'est un environnement, que je n'ai jamais connu, peut-être que ça se passe toujours comme ça, après tout» et puis, comme j'étais persuadée que tout allait bien, je ne me suis pas interrogée sur un possible problème, en fait. Ouais. Voilà. Et à la suite de ça, non, on m'a rassurée en me disant que tout allait bien et on m'a accompagnée dans une chambre et je suis restée seule avec Paolo. Donc quand tu as présenté Paolo, tu étais encore en salle d'accouchement. Il y a eu Oui, je cette crois. période de flottement, ils te l'ont posé sur toi, j'imagine? Ouais, je Et pense. après, comme si de rien n'était, tu as été ramenée dans une chambre, plus classique? Voilà. Et puis, Sylvain, est retourné à la maison, s'occuper des 2 grands. Bon, de toute manière, on était rodés, quoi. Mmh. Donc, il y avait pas de raison de voilà. Paolo, il avait quand même, l'allure d'un bébé qui est né avec un mois d'avance, donc il était tout petit, bon moi j'étais pas trop habituée à ça, les 2 autres étaient quand même assez, avaient bon point, on va dire. Hem, il paraissait un peu typé, avec les yeux bridés, mais moi-même, quand je suis née, j'étais très typée, donc ça m'a pas du tout choquée et puis, bah, c'était mon bébé, quoi. Ouais. Donc voilà. Et du coup, ces premiers instants avec lui, c'était un peu innocent, quoi, doux? Bah, c'était naturel. Ouais. Et c'est quand que ça a commencé, du coup? Enfin, qui? Comment? Heu,
s'est rendu compte à quel moment, comment ça s'est passé tout ça, dans quel ordre Eh bien, du souvenir que j'en ai, c'était un peu particulier parce que, déjà Paolo ne mangeait pas bien. Il mangeait pas et pendant 2 jours, je sais pas, on était à la clinique, heu, je pense, j'ai pas trop de souvenirs, mais j'imagine que ça se passait, entre guillemets «normalement» pour nous. Hem J'ai souvenir d'avoir été, pour la toilette de Paolo dans un espace commun avec d'autres parents et d'autres enfants et je n'y suis allée qu'une fois. Hem, c'est le seul moment où je me suis retrouvée avec d'autres parents, on va dire, mais le reste du temps, j'étais seule et j'ai pas souvenir d'avoir eu beaucoup, la visite, personnelle ou quoi que ce soit et puis, le surlendemain de la naissance de Paolo, un matin, hem il me semble qu'il devait y avoir une visite avec, une pédiatre en fait, que ça aurait pu se faire dans cet espace commun, mais on m'a dit: «On va le faire dans votre chambre». OK, et là, donc il y a la chef de service qui est arrivée avec une pédiatre. J'étais seule dans cette chambre, Sylvain n'était pas avec moi, le papa n'était pas là. J'étais avec Paolo, qui mangeait pas beaucoup, qui était, un bébé super calme, tout mignon, et là, le diagnostic est tombé. De manière assez, maladroite, même si je pense que les annonces de diagnostic, c'est jamais très, rock'n'roll. Mais en fait, on m'a demandé si, je n'avais pas remarqué quelque chose d'inhabituel. Et je me souviens très bien que, la pédiatre me dit: «Mais enfin, est-ce que vous trouvez que cet enfant ressemble à vos autres enfants? Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose qui ne va pas?» Et moi, je ne voyais pas. Enfin, comment je pouvais voir un truc pareil? C'était ton bébé, Et là, on m'a dit: «Beh, quand même si, regardez, le pli des oreilles, le pouce machin, le truc bidule», enfin bon, je sais plus ce qui a été évoqué, mais on a une suspicion de trisomie 21. donc c'était comme si c'était à toi de le remarquer et de le faire, parvenir au personnel, en fait. Mmh. Mmh. Je pense qu'en fait, la suspicion était là dès le début et que, le personnel était pas outillé pour, faire cette annonce et que, ils ont attendu, 2 jours, pour, voir si j'étais pas en capacité de réagir sur quoi que ce soit, et ce qui leur aurait certainement évité d'avoir à faire l'annonce. En tout cas, ça, c'est mon explication, et à la suite de ça, elles sont reparties, m'ont laissée toute seule. Donc il y a une suspicion, mais rien de sûr, et il aurait fallu que tu le remarques, Oui, et puis après ils t'ont laissé tout seul avec lui. c'est ça. Ouais. Donc vraiment seul là. Non. Vraiment seule avec Paolo, Ouais. qui n'avait pas de prénom encore pour l'instant, et là, j'ai immédiatement appelé Sylvain qui était au travail puisqu'il avait décidé de prendre ses congés de paternité, quand on en aurait un peu plus besoin, et là, ça a été je pense que l'espèce de tsunami est arrivé quand je me suis entendue lui dire, en fait. Voilà, parce qu'évidemment, j'ai été, plutôt assommée de cette annonce, et il pourrait pas en être autrement de toute manière. Et ensuite Sylvain est arrivé, et puis, il y a plein de moments dont je ne me souviens plus, en fait. Voilà. À ce moment-là, après l'annonce, c'est un peu le brouillard, quoi. J'ai peu de souvenirs, mais j'ai, une mémoire de ce que je ressentais. De l'incompréhension, du refus total. Je ne voulais pas vivre ça, en fait. Voilà. Et ils sont revenus un peu plus tard, pour, Alors je sais pas dans quel ordre ça s'est fait, mais il y a 2 événements qui m'ont particulièrement, heu,
interpellée quand même à la suite de ça. Je sais que le soir même, j'ai demandé en fait aux infirmières qui étaient là de m'aider en fait. Et l'infirmière qui est venue dans ma chambre m'a dit: «Mais, en fait, je ne peux rien pour vous, je suis pas habituée à ces situations-là». Donc, voilà, j'étais d'autant plus seule puisque je me suis rendue compte que personne ne pouvait m'aider. En tout cas, à soulager une peine, à m'écouter, à essayer de voilà. Il n'y a pas de proposition de soutien émotionnel d'une psy, de quelqu'un de... Et après, alors il y a peut-être une psy qui est venue dans les jours qui ont suivi, hein. On est resté 5 jours à la clinique et pas un jour de plus. On y reviendra peut-être après. Mais, c'était peut-être pas je sais pas. Peut-être qu'il y a une personne qui est venue et en tout cas, mon gynécologue est venu aussi me visiter et je sais plus si c'est lui, en fait, qui nous a dit la chose suivante face, en fait, à moi, je ne voulais pas de cette situation-là. C'est pas que je ne voulais pas de Paolo, je ne voulais pas vivre cette situation. La solution qui nous a été proposée, c'est, soit de le garder, soit de l'abandonner. Voilà. Vous avez le choix. Non, en fait, j'ai Ce pas faux choix. j'ai le faux choix, voilà. Donc voilà, ça c'est les puis après, oui, c'est un peu le brouillard, c'est beaucoup de peur, beaucoup de peine, beaucoup de pourquoi, beaucoup de de moments où on ne se reconnaît plus, où on n'est plus soi-même, où voilà. Et au milieu de tout ça, il y a notre petit Paolo qui mange pas bien, heu, qui est très calme, mais qui, je pense n'est pas en grande forme. Voilà. Et donc, il vous laisse repartir 5 jours après. Alors, 5 jours après, on nous dit: écoutez, voilà, hein, bon, votre enfant ne mange pas, c'est normal, les bébés trisomiques, sont des gros flemmards, donc c'est normal, ça va venir, machin». Donc en plus, s'il mangeait pas, c'était sa faute. Ah c'était la faute de sa trisomie, en tout Ouais. cas. Voilà, hein. Et 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 donc on est sortis un vendredi, je m'en souviens bien. Paolo est né un dimanche soir à 22:00 et quelques. On est sortis un vendredi en nous disant qu'il fallait qu'on prenne rendez-vous chez un cardiologue parce que, il y avait souvent des problèmes de cardio, chez les personnes avec une trisomie 21. Donc on nous a conseillé un cardiologue à l'autre bout de Marseille, pour faire, cette consultation. On a été hyper bien accueillis. Bon, si ce n'est que je pense qu'on se serait bien passé d'un voyage en voiture, dans l'état dans lequel on était et de manière totalement, autonome et sans accompagnement. Hem Et le médecin a eu des mots, très justes, nous a accueillis avec douceur et cetera, mais ça n'a été qu'une bulle, en fait. Au sortir de ça, C'était fini. on était retournés dans les méandres de ce qui nous arrivait. Et puis, voilà, on est rentrés à la maison et Paolo continue à ne pas manger. Moi, j'avais pas hyper envie de l'allaiter alors que c'était quand même ce qui était prévu au départ et c'est ce que j'ai toujours fait avec mes autres enfants. Et on a passé une nuit. On s'est dit: «Waouh, c'est super, ce bébé, il nous réveille même pas, c'est cool». Et en fait, le lendemain matin, Paolo était vraiment pas Enfin. dans un état, vital, très bon. Et moi, je voyais pas, mais au bout d'un moment, Sylvain m'a dit: «Mais en fait, là, il y a un truc qui va pas. Il faut faire quelque chose, quoi». Et donc on s'est retrouvés aux urgences, pédiatriques à l'hôpital Saint-Joseph. Donc 12 heures après, à peu près. Voilà. Le retour à la maison fut très bref. Très bref, ouais. Le temps d'une nuit. Du coup, vous êtes allés aux urgences. Vous avez été accueillis comment là-bas? Alors très bizarrement,
Parce qu'en fait, Paolo, il était en train de partir puisqu'il mangeait pas et que ça faisait 5 jours qu'il mangeait pas et que voilà. Et donc, il a été hyper bien pris en charge et la première chose que le médecin nous a dit, enfin, il y a une suspicion de maltraitance, nous De votre concernant, part. de notre part, puisque l'équipe médicale, voyant l'état de Paolo, a pensé qu'on s'en était pas occupé en fait. Donc la responsabilité, il vous donne la responsabilité de l'état de Paolo, quoi. C'est ça. Et moi, bon là, je vais dire quelque chose de très violent, mais moi, à ce moment-là, en fait, la suspicion de maltraitance, ça m'est passé un peu au-dessus de la tête, mais moi, j'ai espéré que Paolo, il s'en sorte pas. Ça m'aurait évité de vivre ce truc complètement, qui me paraissait impossible à vivre pour moi. Oui, et que, comme tu disais, que t'avais pas envie de vivre ça. C'est ça. Et là, à un moment donné, je me suis dit: «Waouh, là, il y a peut-être une possibilité pour que je ne le vive pas». Voilà. Et après ça, s'en est suivi, 3 mois d'hospitalisation et en fait, Paolo ne pouvait pas manger parce qu'il avait une atrésie duodénale, qui est, une malformation, en fait, du duodénum qui est assez fréquente chez les personnes avec une trisomie 21 et c'est des diagnostics qu'il faut poser, tout de suite à la naissance, justement pour Prendre en charge comme il faut. prendre en charge comme il faut, l'enfant. Et du coup, là, la suspicion de maltraitance, Elle a été levée, elle a été assez levée. rapidement. Oui. Parce que, je sais pas pourquoi, mais on était là, heu et moi, à cette époque-là, du premier jour d'hospitalisation, j'allais tous les jours à l'hôpital. Je m'occupais de Paolo, voilà, qui a été dans des états, ça a beaucoup fait les montagnes russes. Donc il y a eu beaucoup de moments où le pronostic vital était engagé, ouais. Et toi, du coup, t'es passé par plusieurs étapes entre ce que tu disais au début, de dire peut-être que là, c'est peut-être mieux que ce soit comme ça. Mmh. Et, sur ces 3 mois-là, il y a dû avoir plein de Ouais. phases. Oui, oui, d'autant plus que Paolo a été transféré à la Timone pour être opéré du duodénum. Ok. Là aussi, c'était assez, lunaire parce qu'en fait, il a été opéré, sans qu'on soit, sans qu'on ait de contact ni avec l'anesthésiste, ni avec le chirurgien, donc on savait même pas qui allait l'opérer. Enfin, juste un truc, super bizarre. Dans un hôpital, public, qui manque de moyens où, on vous explique qu'il faut ramener des couches, faut ramener des trucs, enfin, il faut s'occuper de la logistique, mais en plus, moi, j'étais complètement pas en état de faire ça, quoi. Et à la suite de cette opération, ça a duré peut-être 2 semaines, 1 ou 2 semaines, je sais plus. On a demandé à ce qu'il retourne, en fait, à l'hôpital Saint-Joseph parce que, on se sentait plus en sécurité là-bas et mieux accompagné. Et ça a été fait facilement. Ouais, je crois. Je crois. Et toi, ton lien avec Paolo, et ça a fait comment, du coup, depuis sa naissance jusqu'à ces moments? Ah ben moi, j'ai très rapidement, sombré dans une sorte d'amnésie. C'est-à-dire que, de toute manière, ça n'était pas moi qui avais enfanté cet enfant. J'ai complètement oublié toute ma période de grossesse, l'accouchement, tout ça. De toute façon, c'était pas moi qui le vivais et quand je me rendais en fait, quand j'étais auprès de Paolo, quand je me rendais à l'hôpital, que j'étais en contact avec les soignants et cetera, j'étais spectatrice de quelque chose qui se passait, j'étais pas actrice du tout. Voilà. J'étais en retrait, j'étais là, physiquement là, mais en fait, j'arrivais pas à raccrocher cette histoire avec ma vie. Il y avait un truc qui ne fonctionnait pas.
Donc ça a été très très compliqué, ne serait-ce que donner du sens à son quotidien. Des fois, je me disais: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est quoi ce» enfin, voilà. Et et je me demandais, ça a été comment de l'annoncer à la famille? Alors, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, parce que c'est Sylvain qui a pris en charge tout ça. Moi, j'ai pas fait. J'ai pas souvenir d'avoir annoncé quoi que ce soit. C'est Sylvain qui a géré et je considère que dans toute cette période, il a été totalement formidable et solide et et il a su me garder auprès de lui. Ouais, Voilà. ouais, je pense que c'est de l'annoncer, c'est aussi le revivre, donc il y a un côté où, Ouais, heu, il a pu t'épargner de ça, quoi. ouais, tout à fait. Il a eu cette intelligence-là. Les et les, mmh et les grands frères aussi? C'était Alors les grands frères, ça a été différent. Ça elle est intéressante cette question parce que jusque-là, on n'a pas du tout parlé de la fratrie alors que franchement, je pense que pour eux, ça a été quand même assez, étonnant. ils avaient quel âge? 7 et 4, OK. voilà. Donc Solal, il était vraiment en âge de comprendre un peu quand Ouais, même bien ce qui se passait autour de lui, quoi. ouais, Mathéo, il avait même 3 et demi, 3 ans et demi et en fait, on a fait un peu comme si, alors j'ai du mal à savoir pendant combien de temps ça a duré, mais je pense qu'au départ, on a dû leur dire que leur petit frère avait besoin de rester un peu à l'hôpital et tout, pour se requinquer, tout ça, machin. Et puis, en fait, au bout d'un moment, avec Sylvain, on s'est dit: «Non, mais en fait, là, enfin, il faut leur dire, quoi. À un moment donné, on peut pas les laisser, comme ça». Et je nous revois, nous installer dans le salon de l'appartement marseillais qu'on avait à l'époque et voilà, on commence à leur expliquer qu'on doit leur parler de leur petit frère et Mathéo, qui avait beaucoup d'énergie à l'époque, a allumé la télé et a mis le son à fond et s'est bouché les oreilles. Eux, ils savaient Ouais. qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Et j'en ai reparlé, il y a quelque temps avec Mathéo et il a pas un mauvais souvenir de cette période-là. OK. Voilà. Et donc on les a un peu, tenus à distance de ce qui était difficile à vivre pour eux et ils sont allés voir quelques fois leur, petit frère à l'hôpital, mais pas souvent parce que c'était quand même très impressionnant, donc il fallait choisir aussi les moments où c'était possible pour eux. Et là, l'équipe, en fait, du service a été très précieuse parce qu'elles nous ont aidés à prendre des décisions ou à nous conseiller dans ce qu'on devait faire et voilà. Et puis, en novembre, Paolo est rentré à la maison Et il mangeait bien. et il mangeait super bien. C'était le parcours du combattant, mais Toi, du coup, tu as décidé de continuer à l'allaiter quand même? Ou du coup, ça s'est pendant les 3 mois là? non, non, ça a été trop compliqué, parce qu'en fait, il était nourri par sonde. Et puis après, il y a eu toute une période où il a fallu le réhabituer à téter, tout ça. Et moi, j'étais hors service. Et puis, bon, aller dans une salle, à l'hôpital, pour tirer mon lait en présence d'autres mamans, en fait, pour moi, c'était juste, Trop. Ouais. insupportable. Le contact avec, les autres, maternités, la maternité des autres était insupportable pour moi. Donc, j'ai vite mis fin à c'était en trop, c'était vraiment en trop. Mais ça aurait été possible, hein. C'était On c'était on il on m'a aurait fallu, entretenir,
Entretenir la lactation tout du long. Voilà, on m'a jamais dit c'est plus possible. Ça aurait pu être possible. Ok. Là, j'ai eu le choix sur ce coup-là. Le vrai choix. Le vrai choix, ouais. Et c'était comment le retour à la maison, le véritable retour à la maison qui dure? Ben c'était un peu le seul mot qui me vient là, c'était un peu lunaire, quoi. Parce que bah, il s'est quand même passé du temps entre la naissance et le retour à la maison. Mais ça faisait 3 mois que t'avais pas vraiment été 24 heures sur 24 avec lui, du coup. Oui, et puis en contact étroit parce que quand on est à l'hôpital, on a des blouses. Le bébé, il est sondé, perfusé. Enfin, je veux dire, Tu peux pas le manipuler on comme peut tu pas le veux. manipuler comme on veut. Faut prendre des précautions. L'endroit est exigu, impersonnel. Enfin, tout ça fait que ça aide pas à être dans une sorte de proximité où chacun peut avoir son rôle et même une intimité, on va dire. Ben, le retour à la maison, c'était super, c'était la fête quand même pour ses grands frères surtout et même pour nous parce que bon, 3 mois étaient passés et puis, la colère était toujours là, mais elle se manifestait différemment et c'était un bébé mais génial, Paolo. Ce qui a été difficile, pour moi, puisque moi j'étais à la maison avec lui, tout le temps, c'est que c'était un bébé qui faisait pas de bruit, qui demandait pas à manger. Donc, les premiers temps, ben, j'étais, des fois, je me disais: «Ah mais mince, mais il y a un bébé dans la maison». Donc, C'est l'heure il a du bibi fallu que quand je me même. réapproprie, voilà, ce rôle de maman, d'assistance, de tout ça. Parce que du coup, c'est toi heu, qui devais lui proposer, par Ouais, exemple, de manger parce que lui, il le ferait pas de son. ouais, OK. ouais, ouais, Oui. Du coup, il y a pas la petite alarme, qui crie quand il a faim, mouais. Ce qu'il y avait de super, c'est qu'il faisait ses nuits, donc c'était super cool et voilà, quoi. Non, non, c'était, paradoxalement, j'en garde un très bon souvenir. Mais parce que, c'est une période où moi, en tout cas, je suis restée dans ma bulle. Je sortais peu, j'étais dans la maison. Heu, Quand je sortais, Paolo, il était dans un porte-bébé, donc j'étais pas soumise au regard des autres. Donc j'étais encore un petit peu protégée, de ce qu'il y avait à l'extérieur. Ça a duré le temps de qu'il quand il était petit, quoi. Après, il y Ouais, a un jour où ça tu senti le jour où ça a changé, ça? ouais, ouais, ouais. C'était vers quel âge? Bah, quelques mois là, quand j'ai fini par le mettre, bah, de toute façon, c'est le moment où votre gamin, le bébé, il est en poussette et qu'il y a des gens qui se penchent sur la poussette en disant: «Ah mais d'accord». Les gens, ça les Voilà. arrêtait net, On n'avait pas droit: «Oh qu'est-ce qu'il est mignon ce bébé!» Voilà. Donc et puis, moi je pense que j'étais dans une posture où j'appréhendais tellement ce regard-là, parce que ça fait partie quand même, en tout cas pour moi, c'était la question et je me disais: «Mais comment je vais supporter le regard des autres, quoi? Comment je vais assumer ça?» Donc voilà. Et ça s'est fait. Par différentes phases, mais ça s'est fait, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Bah oui. En tout cas, moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Dans tous les cas, il y a un moment où il y a pas trop le choix, quoi, faut y aller. Enfin, on peut pas rester dans sa bulle, Ah ben, si on décide de vivre, le fait d'avoir d'autres enfants, ça a beaucoup aidé aussi. eh oui, Parce qu'on est obligé de rester dans un quotidien et dans un rythme, qui nous oblige à, aller faire des courses, amener voilà, les enfants à l'école, les amener les récupérer. enfants, voilà, aller aux activités, être en contact avec les copains, les parents des copains, donc de fil en aiguille, ça a été une grande chance aussi. Voilà. La fratrie, hyper important et je pense que Paolo, il se serait pas développé de la même manière s'il avait été enfant unique ou s'il avait été aîné. Et tu penses que ton lien avec lui aurait changé aussi? Ou on peut Comment pas savoir, savoir? hein. C'est vrai, on peut pas trop savoir.
Et quand on s'est vues un peu avant toutes les 2, Mmh. tu m'as parlé de du deuil un peu que tu as eu à faire de ce que tu avais espéré de l'enfant qui allait naître pendant 9 mois, Ouais. qui n'était pas Beh, hein? et qui n'était pas celui que tu t'étais imaginé. Oui. Oui, oui, j'appelle ça vraiment une période de deuil, en fait, pour parler crûment, c'est comme si, l'enfant que j'attendais, était mort et que, on m'en avait filé un autre à la place, quoi. C'est un peu rude à entendre peut-être, mais c'était ça, quoi, et j'ai mis du temps à le comprendre, hein, que c'était une période de deuil. J'ai mis du temps et puis, j'ai été accompagnée par un psychiatre aussi qui m'a beaucoup écoutée, beaucoup, accompagnée. Du coup, tu as demandé à te faire accompagner, heu, par des personnes que toi t'avais choisies, Oui, bah, donc un parce que de psychiatre? Ouais. toute manière à l'époque, enfin, je veux dire, personne n'est venu nous aider ou nous conseiller. On s'est débrouillé, totalement tout seul, quoi, et on est allé chercher, des personnes, qui étaient en capacité de nous aider, mais on n'a eu aucun accompagnement, par rapport à ça, quoi. Donc toi, tu avais pris la décision de voir un psychiatre, que tu as trouvé par toi-même du coup? Oui, puis j'étais dans un état, émotionnel et nerveux, Compliqué. très compliqué. Mmh. Et donc c'est grâce, en fait, à ce travail d'accompagnement, que j'ai réalisé que je faisais un deuil, en fait, et que ça allait prendre du temps. Qu'il fallait à la fois que je fasse le deuil de cet enfant que je pensais avoir et que je n'ai pas eu, et qu'il fallait que j'ai du temps aussi pour, La rencontre, rencontrer, ouais. apprivoiser, adopter, heu, cet enfant que on avait décidé de ne pas abandonner. Et tu penses que je me demandais si pour toi, la société l'image, des personnes avec trisomie 21 jouait aussi avec, comment ils sont ils sont intégrés dans leur famille à la naissance ou comment ils sont, je Mmh. voudrais pas dire reçus, parce que mais Beh, nous, ce qu'on a pu constater, c'est que, il y a une grande méconnaissance de ce handicap mental, qui est quand même assez répandu et qui est diagnostiqué, assez facilement. Heu et que, il y a nous-mêmes, on a dû s'informer, sur la trisomie 21, et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait, de mauvaises informations, sur ce handicap, ou en tout cas des informations qui étaient issues de nos propres expériences et de nos propres rencontres, si on en avait eu avec des personnes avec une trisomie. Hem, de toute manière, avoir un enfant différent, pour la société, c'est un échec, quoi. Voilà. Il s'avère que la trisomie 21, c'est un handicap visible. Donc en plus, on les peut gens le pas, voient. Ouais. ça se voit, direct, quoi. Même si moi, là, je fais une petite parenthèse, mais moi, pendant des mois, je me suis réveillée tous les matins en me disant: «Mais ils se sont trompés, c'est n'importe quoi, il est pas du tout trisomique, regarde ses yeux, regarde ses oreilles, regarde ses mains, mais n'importe quoi, ils se sont plantés». Bon, on avait un cariotype à l'appui, mais quand même, heu, je me suis dit: «Beh, ils se sont peut-être trompés de cariotype, enfin, j'en sais rien, il y a peut-être eu un petit truc», mais non, ça se voyait. Je veux dire, maintenant, quand je revois des photos de Paolo, quand il était bébé, bon, là, je me suis peut-être un petit peu perdue, mais en tout cas, avoir un enfant différent, dans notre société, c'est un échec, et il faut assumer cet échec-là, quoi. C'est ça qui est compliqué aussi. Enfin, le regard des Mmh. autres, c'est aussi, c'est pas que le regard qui est porté sur le bébé ou sur l'enfant, c'est le regard aussi que les gens ont sur votre propre histoire.
et que les gens, ils doivent se dire: «Oh la pauvre», enfin, il y a que de la pitié là-dedans, quoi. Il y a que du sentiment, négatif. Il y a rien de positif. En fait, Quand tu as raté ta mission, quoi. c'est positif, c'est le courage qu'on peut donner, quoi. C'est waouh, qu'ils sont courageux. Euh, Ouais, mais en tout cas, moi, je l'ai souvent reçu comme, de la pitié, quoi. Ouais. De la pitié. Heureusement eux et pas nous, enfin, tout le truc classique qu'on peut s'imaginer. Et puis il y a des gens, il y a des personnes, en fait, qui sont méchantes avec ça aussi. Il y a des personnes qui ont des mauvaises paroles, il y a des personnes, qui ont peur. il y a des personnes qui sont pas là alors qu'on attendrait qu'ils soient là pour vous aider. Il y a des personnes qui viennent vous interpeller dans la rue, alors qu'on leur a rien demandé et qui vont vous dresser un portrait, complètement dramatique, de la trisomie 21. Heu, Et toi, et avec Sylvain, du coup, vous vous étiez dit, vous vous étiez projeté sur quand il serait plus mais surtout grand. pas! Non, il y avait pas de projection. Alors, surtout pas, parce qu'en fait, moi, c'est ce qui me faisait flipper. Ah et moi, Paolo, bébé et quand je me disais: «Oh, quand il va être adulte, quand il va être ado, quand il va falloir qu'il rentre à l'école, quand il va devoir enfin, quand on va vouloir qu'il aille à la crèche», rien que ça, quoi. Et en fait, on réduit, la distance de ces projections parce que si on se projette trop, mais c'est carrément invivable. Enfin, moi, je n'aurais pas pu supporter autant de stress, autant d'inconnus, autant de choses à gérer, autant de parcours, autant de galères, autant de trucs. Du coup, on réduit la projection au maximum et limite, on y va un peu au jour le jour, quoi. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça Ouais, qu'on a c'est pour fonctionné. se protéger, quoi. Un truc, Ouais, se protéger. On s'est pas trop trompé, hein, parce que le parcours, aujourd'hui, on peut dire qu'il est superbe, mais on a vécu des moments bien compliqués, quoi. bah oui. Voilà. Et tu m'avais parlé de quand je te posais tu m'as posé la question de qu'est-ce que c'était le postpartum, et quand je t'ai dit que ça pouvait durer, Ah oui. qu'en fait ça n'avait pas vraiment de durée et que c'était quelque chose qu'on sentait, que ça pouvait durer 2, 3 ans. Toi, tu m'as dit que t'avais eu la sensation que ça avait duré 2, 3 ans, c'est ça? Et que il y avait un truc qui avait un peu changé à ce moment-là? Hem, Elle est compliquée cette question, en fait, pour moi, pour avoir vécu 2 autres maternités, je vois très bien, comment s'est passé le postpartum et cetera. Là, dans ce cas-là, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup plus distillé dans le temps, et de toute manière, je pense que c'est une période de la vie d'une femme où, on revient sur son statut, sur son corps, sur, notre rapport à l'enfant, sur, voilà, des questions comme celle-là, sur son intimité et cetera. Moi, j'ai laissé tout ça de côté, hein. Moi, toutes ces questions-là ne me concernaient pas. Voilà. C'était un peu pilote automatique. C'était pilote automatique et ouais, j'arrive pas vraiment à répondre à cette question. D'autant plus que, les enfants comme Paolo, sont des enfants qui ont un développement qui est beaucoup plus ralenti. Donc par exemple, Paolo, il a marché à 25 mois. Donc pendant 25 mois, on a dû le porter. Et oui. Voilà, au niveau de l'alimentation, au niveau de son développement moteur, de ses interactions avec les autres. Il y a pas eu beaucoup de babillage, de trucs, donc en fait, tout est décalé dans le temps. Il y a pas de Voilà, ce que je peux dire en fait, et ça a peut-être rien à voir avec le postpartum et moi, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. Hem,
Je crois qu'un jour, c'est arrivé, peut-être 3-4 ans après la naissance de Paolo, je me suis vue en fait, me déplacer dans la rue avec Paolo en poussette et à me dire, heu: «On va leur montrer qu'on y arrive, on va leur montrer qu'on est une belle famille, on va leur montrer on va l'accompagner, on va le» voilà. Et pour moi, c'est à ce moment-là que tous les méandres de la maternité, se sont un peu évaporés. Ah, c'était le début où tu t'es autorisée un peu à vraiment prendre part avec Paolo dans cette famille, quoi? C'est un truc de Prendre les choses en main. ouais, Décider. Décider que c'est nous qui allions, faire les choses et que c'était pas le sort ou, la faute à pas de chance ou, reprendre le les pouvoir. probabilités ou, Ouais, qui faisaient la loi. C'est toi qui bah, c'est important. ouais, hyper important. Et je voulais te poser une question. Je Mmh. voulais savoir si tu savais ce que c'était une doula? Alors pas vraiment. Pour moi, une doula, c'est une personne, qui, qui peut accompagner, des familles dans leur, histoire de maternité et qui peuvent intervenir à différents moments. J'imagine, que ça, c'est quelque chose qui se décide entre les personnes. Mais, je connais pas bien, en fait. Mais non, mais c'est un bon début de définition. Ah, bah, c'est cool alors, je suis pas trop loin du Non, c'est vraiment un soutien, émotionnel, logistique, hem, qui est là pour justement redonner le pouvoir, à la mère, au père, aux frères et sœurs et permettre, de les, de les éclairer pour qu'ils fassent pour qu'ils fassent des choix éclairés, en fait. Hem, Elle va informer pour que les personnes puissent vraiment, heu, choisir, quoi, avec tout ce qu'il faut savoir autour. Mais elle est vraiment là, pour soutenir. Mmh. Et c'est un plus, hem, qui va avec tous les autres, professionnels de santé, mais qui prend vraiment le temps. Mmh. bah, moi, j'aurais bien aimé avoir une doula. Bah, justement, je me Une demandais, doula, toi, qu'est-ce que tu penses que ça aurait pu t'apporter, une ben, doula? moi, je pense que ça m'aurait, déjà, je pense que ça aurait évité que je me sente aussi seule. Après, je peux pas savoir ce que ça m'aurait apporté, mais oui, ça. Ce, le sentiment de solitude extrême qu'on peut vivre dans des moments comme ceux-là, si j'avais eu quelqu'un, en fait, qui avait un petit peu allégé cette solitude et qui aurait pu me rassurer et m'éclairer. Parce que le nombre de fois et encore aujourd'hui où on a peur de pas prendre les bonnes décisions, de pas être à la hauteur, heu, ça aurait été vraiment, un plus et ouais, j'aurais bien aimé avoir une doula. Bah, faut en parler alors, Ouais, autour de ouais, nous. c'est sûr. Et ben, merci beaucoup pour, cette, ce témoignage et de nous avoir, livré des parties, très intimes de ta vie finalement. Et maintenant Paulo, c'est un grand garçon, Ouais. un grand adulte. C'est un grand adulte et aujourd'hui, je peux dire que je pensais pas le dire un jour, hein. Aujourd'hui, je peux dire que je suis hyper fière de lui
Je suis énormément heureuse de l'avoir et je pense que sa présence dans notre vie nous a vraiment, bonifiés et on en est tous conscients dans la famille. Ça, c'est incroyable. Je pensais pas que ça puisse arriver. Pourtant, on me l'avait dit, hein, mais il faut le vivre pour pouvoir l'affirmer. Ouais. Non, c'est une super conclusion. Merci, Emma. Merci à toi. Merci à vous toutes et tous pour votre attention lors de cet épisode. Merci à notre invité pour ce précieux partage. Si vous voulez soutenir le podcast et l'association qui porte le projet, n'hésitez pas à faire un don sur le site d'Ensemble et Différent et suivez-les sur les réseaux sociaux. Merci à Séraphin pour la technique et le montage, les passeurs de silence pour la musique et toutes les petites mains qui ont aidé à ce que ce podcast voie le jour. On se retrouve très vite pour le prochain témoignage.